Alright, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Confrérie Metal et vous écoutiez Death Wish de Sten Atlantic j'avais parlé de ça il y a une couple de semaines en fait, j'avais dit qu'il y avait une fille qui avait comme remixé une tune de Linkin Park puis qu'il avait joué comme avec Linkin Park qui était Bleed It Out dans le temps puis que la tune était absolument phénoménale. Je pense que ça fait 2-3 podcasts de ça, puis dans le fond c'est le Ben de cette fille-là, dans le fond qui est vraiment vraiment très nice pour vrai. Peut-être pas aussi intense dans Give It Up, parce que c'était Bleed It Out, pardon. Bleed It Out qui refaisait de Linkin Park. Elle screamait, puis elle screamait vraiment, vraiment bien. Fait que j'ai vécu quand même une petite déception quand j'ai vu que son Ben normal, entre guillemets, il n'y avait pas de scream, mais ça reste vraiment, vraiment bon. Fait que Sten Atlantic, si vous étiez sur l'audio. Puis si vous êtes sur une vidéo, il n'y a pas de tune. Il n'y a pas de tune, il n'y a rien, parce que je suis pas mal sûr que légalement, je n'ai pas le droit de plugger une vidéo à faire mes propres vidéos comme ça. Surtout pas quand c'est une propriété artistique pour vous. Podcast d'aujourd'hui, en ce moment, qui va être quelque chose d'excessivement intéressant. Quel timing est bon, mais pas tant bon pour faire ce podcast-là. C'est réellement quelque chose que je devrais faire un petit peu plus début septembre, ou même en off-season de course. Mais c'est quelque chose qui est arrivé hier qui m'a vraiment trigger pour vrai. C'est quelque chose qui m'a. Ça fait quand même comme 15 ans, 15-17 ans, je pense que je suis là-dedans, mon affaire. Fait que j'ai développé un certain niveau de sensibilité ou de résistance à tout ce qui se passe dans le monde du fitness. Fait que quand il y a quelque chose qui vient me piquer comme du monde, je sais que c'est vraiment pas normal, puis c'est ça qui est arrivé hier, en fait, puis ça arrive pas tant souvent, fait que je vais en parler parce que, de toute évidence, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, c'est une erreur que j'ai faite dans le passé. C'est une erreur que je pense pas avoir déjà faite avec des clients, mais c'est définitivement une erreur que j'ai faite sur moi-même par rapport à ma propre préparation. De manière peut-être débattable, une des erreurs les plus coûteuses que j'ai faites dans tout mon entraînement, probablement, sincèrement. Puis c'est une erreur que le monde continue de faire qui est vraiment facilement évitable puis qui part d'un mix de mauvaise compréhension et de bonne intention. Puis des fois, ça peut être un mix qui est absolument dangereux. Ça fait que c'est ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. On va parler de perte de gras pour coureur. Puis la spécificité à la fin a l'air d'être du marketing cheesy, mais c'est vraiment, vraiment pas le cas. Je ne sais pas de prendre quelque chose qui est applicable à la population générale puis de le cibler pour avoir l'air plus compétent. Je pense sincèrement qu'il y a des grosses différences pour la population normale puis les populations, puis les coureurs, vraiment, ou même tous les sports d'endurance. Dans ce cas-ci, je vais parler des coureurs parce que c'est de loin le sport d'endurance que je connais le plus. Mais il y a des grosses différences qui peuvent vraiment, vraiment avoir des grosses répercussions, puis même des répercussions, puis même, honnêtement, des répercussions qui sont un petit peu catastrophiques. Puis c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Nuances et erreurs en perte de gras pour la course. Pour les coureurs, pas pour la course en soi. Hier, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une potentielle nouvelle cliente qui est finalement de nouvelle cliente qui est embarquée sur Suivi en ligne, qui me contait son historique, qui me contait ses affaires, puis c'est une histoire que là, je parle de cette cliente-là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans le passé, puis c'est quelque chose que j'entends honnêtement pas mal à tous les mois à cette heure-là. C'est des affaires de coureurs qui se font mettre sur le déficit calorique, qui font pas de sain bon sens, ou qui potentiellement feraient du bon sens pour des. Puis encore là, sincèrement, dans son cas à elle, c'était vraiment trop hardcore pour rien. On parle de 1200 calories pour une fille de 180 livres. Même pour dans ce cas-ci, c'était trop intense, sincèrement. Je vois vraiment aucune application de descendre une fille sur un déficit calorique aussi intense que ça, à moins qu'elle monte sur un stage de bodybuilding. Puis encore là, sincèrement, ça serait probablement débattable. Mais tu sais, là, c'était trop bas. Mais cette situation-là, où est-ce que tu as des coureurs qui se font mettre sur le déficit calorique bien trop intense, c'est quelque chose qu'on voit vraiment, vraiment souvent. Puis au minimum, je pense que ça pourrait limite être dangereux dans certains cas parce que l'amplitude est trop grande, mais au minimum, la personne va se faire chier pour avoir des résultats, se mettre à binger en malade, puis là, elle est comme, ben là, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, là, c'est moi, ça doit être moi le problème, je suis pas tough mentalement. Quand le problème, c'est pas nécessairement c'est pas la personne, en fait, c'est la solution qui était complètement stupide, puis le monde s'en rend pas compte. Fait qu'on va essayer de parler de ça un peu en ce moment. Puis, toute cette idée-là de quantifier le déficit énergétique pour des gens, ça part d'un problème vraiment, vraiment intéressant qu'on n'a pas le choix de parler pour commencer, qui est l'inactivité physique de la population mondiale, canadienne, nord-américaine. C'est vraiment, vraiment quelque chose de pas encourageant, pour vrai, où est-ce qu'on s'en va. Puis avec l'activité physique, c'est la moitié des Canadiens qui n'ont pas un niveau suffisant d'activité physique. Si je ne me trompe pas, la moyenne de pas, puis ça serait peut-être un enjeu, parce que sincèrement, ça varie un peu selon l'unité de mesure, entre autres, là. Mais tu sais, le Canadien moyen fait genre un tout petit peu plus que 4000 pas par jour, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis il n'y a rien.
malheureusement, ça semble être une tendance qui est à la diminution et non une tendance qui est à l'augmentation. Fait qu'on est vraiment, vraiment pas actif. Fait que ça fait que quand tu prends quelqu'un, puis c'est un enjeu en fait, parce que quand tu as du monde qui sont moins actifs, ben, généralement, ça va amener. J'aime ça que si vous êtes sur l'audio, je suis en train de pointer avec un stylo en ce moment à la caméra pour donner un sentiment d'urgence et de puissance. Mais si vous êtes sur une vidéo, vous pouvez pleinement apprécier l'intensité de moi qui. En fait, c'est tout le temps ça. À chaque fois que je parle de quoi, puis je réfléchis, je me m'aglosse avec mes doigts, puis je sais qu'il y a des clients qui me le disent. Ça doit être vraiment insupportable. Je suis vraiment désolé, mais c'est ça que je fais. Fait que bref, ça pour ça. Fait que tu sais, lorsqu'on parle d'amplitude du déficit calorique dans les enfants de même, la population canadienne est vraiment, vraiment très, très sédentaire. Puis c'est vraiment, vraiment un enjeu, sincèrement, dans différents cas. Fait que ça fait que tu as du monde que il bouge moins. Fait que là, ça fait qu'il y a un certain niveau de déconditionnement physique, ce qui rend ça plus difficile, pas plus facile, d'augmenter les pas parce que les gens sont moins en shape, donc leur corps a une moins bonne capacité justement de monter un niveau d'activité physique. Puis là, ça fait que tu bouges moins, tu es moins en shape, tu as tendance à être encore plus sédentaire. Fait que c'est comme une roue négative qui tourne. T'sais. Fait que si tu veux briser cette roue-là, tu peux monter l'activité physique à coup de marche, tu vas faire de rien, mais quand tu t'en vas dans des podcasts, quand tu t'en vas dans des situations où est-ce que les gens sont vraiment en situation très, très intense de surpoids, Maxime, on a fait un podcast vraiment, vraiment complet là-dessus, entre autres sur la perte de gras pour la population obèse, pour les gens obèses. J'invite à aller voir ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais somme toute, c'est plus dur, pas plus facile pour quelqu'un comme ça à ce niveau-là, même s'il y a certains avantages quand même. Somme toute, ça reste une situation qui est plus dure. Puis quand tu as quelqu'un qui est en situation d'obésité morbide, le risque de blessure à juste le faire bouger plus que ça de la marche, de la course est réel. Fait, tu peut monter son activité physique, tu devrais monter son activité physique, mais réalistiquement, tu n'auras pas le choix de faire un apport calorique, une restriction calorique qui risque d'être un peu plus alimentaire, un peu plus intense, à cause que la capacité de monter des poids sans tomber dans un risque de blessure. C'est du cas par cas, là, mais somme toute, tu vas te ramasser à faire un déficit qui est peut-être un peu plus intense que ce qu'on aimerait faire juste pour cette raison-là, parce que c'est ça qui est accessible. Puis c'est vraiment justifié par un niveau d'activité physique qui est fait. Lorsqu'on tombe chez des papis, puis honnêtement, c'est pas quelque chose de positif, c'est probablement juste un moindre mal, mais c'est une des manières de sortir de cette spirale-là, entre guillemets, de se remettre en shape un peu puis perdre du poids. Lorsqu'on parle de population de coureurs, puis c'est là que ça devient particulièrement inquiétant, pour faire mon intro, lorsqu'on parle de population de coureurs très, très précise, le coureur moyen, débutant, intermédiaire, si tu t'en vas sur Statista en ce moment, qui est un des plus gros sites de statistiques aux States, eux, leur chiffre, en fait, que je vais sortir, c'est que la plupart des coureurs font entre 20 et 30 km par semaine. Fait que ça serait quelque chose qui serait considéré comme un coureur moyen. Je sais que pour le monde qui ne court pas, ça sonne quand même beaucoup. Oh, ben, 30 km par semaine, c'est quand même beaucoup. Moi, je me considère comme un coureur très, très, très moyen, très, très, très médiocre. Genre, littéralement, cette semaine et dans les dernières semaines, malgré le fait que je suis en prep de marathon, ce que vous allez dire qu'il n'y a pas de bonne chose, et vous allez 100% avoir raison, j'ai considérablement plus d'heures de musculation que j'ai d'heures de course cette semaine. Fait, la course ou les sports d'endurance, c'est quand même un temps de millage, c'est quand même un sport de volume. Fait, même si ça sonne beaucoup, de 20 à 30 km, pour vrai, c'est pas tant que ça. C'est vraiment pas rare d'avoir du monde dans l'avancée qui sont dans du 50 à 70 km et plus. Puis dans l'élite, ça arrive vraiment souvent, entre autres sur route, que le monde va topper du 100 km par semaine. Pas toute l'année, là, ils font passer à l'année longue, là, mais dans des grosses phases intenses, on peut monter vraiment haut. Fait que, tu sais, 20 à 30 ain't that much pour la plupart du monde, tu sais. Puis moi, je me tiens à peu près là. Je me tiens à peu près, ben là, un peu plus peut-être à cause de la période de marathon, mais normalement, je me tiens entre 15 et 20 pas mal à l'année longue, assez steady, tu sais. Puis la plupart des coureurs vont être là. Fait que, allons-y à 25. Mettons juste pour faire l'entre-deux entre mon 20 et mon 30 de tantôt. Mais que le monde court 25 km par semaine. C'est pas parfait comme règle. Moi, si je m'en vais courir un 5 km à peu près, je vais faire à peu près 4000 pas par jour. Là, l'exemple que j'avais, c'était avec une fille tantôt, qui est une fille donc plus petite que moi. Puis c'est juste arbitrairement, si on fait la même distance, mettons qu'on fait 5 km, puis moi j'ai des plus grandes jambes, mais je vais devoir faire moins que pas qu'elle pour me rendre parce que mes pas sont plus longs, parce que mes jambes sont plus longues. Fait que, tu sais, moi, si je fais 4000, elle va peut-être en faire 4002, 4005, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, si on fait 20 km, puis moi, je fais à peu près 4000 pas dans une sortie de 5 km, je fais 25 km, puis je fais 4000 pas par sortie, ben, roughly, je vais faire une affaire de 20 000 pas dans une semaine, uniquement en course à pied, right? Uniquement en course à pied. Le Canadien moyen, on a dit qu'il était à peu près à 4 000, un peu plus que 4 000 pas par jour. Donc, on parle de 4 000 x 7, à peu près 28 000. Ça veut dire que le coureur moyen, okay, pas le coureur élite, pas le coureur avancé, le coureur normal, ton coureur à tous les jours, mettons, va presque doubler la quantité de pas, parce qu'on a dit qu'il était estimé à 20 000 pas à peu près pour une sortie, puis que le Canadien moyen en fait 28, uniquement en course. S'il fait rien
Rien d'autre. Fait que pas de séance de muscu, il vit pas, il marche pas son chien, il travaille pas, il fait rien, ce qu'on sait qu'il n'y arrivera pas. Il va sortir à peu près une dépense énergétique qui va être très comparable au Canadien moyen qui ne court pas. T'sais. C'est là que la situation devient vraiment intéressante parce que réalistiquement, cette personne-là, son niveau d'activité physique, il va être quand même normal. Plus sa course, ça va être un plus, ça ne sera pas un moins, tu sais. Il va se ramasser à littéralement doubler la dépense énergétique de quelqu'un de normal en perte de gras, ce qui va énormément changer comment tu fais tes paramètres de perte de gras, comment tu cibles l'amplitude de ton déficit calorique, qui était l'enjeu. L'enjeu du podcast, c'est le monde met des déficits trop intenses des coureurs parce qu'ils ne comprennent pas ces autres paramètres-là. Fait que, c'est important de comprendre ça vraiment parce que ça, c'est un game changer. Puis on ne parle même pas de quelqu'un qui est en prep de demi ou en prep de full, là. D'un full marathon. On parle juste du coureur normal, traditionnel, tu sais. Fait, puis la fille que je parlais, elle était en prep de demi dans ce temps-là. Fait qu'elle courait probablement plus que 30 km ou elle a dû courir 30 km une couple de semaines, tu sais. Puis c'est vraiment important. Puis encore plus, comme elle est plus petite que moi, ben, on y va avec mes chiffres. Fait que réalistiquement, elle, ses chiffres, c'est 4500. Fait que ses chiffres totaux de poids sont considérablement plus hauts que les miens, tu sais. Fait que quand tu prends un coureur, que tu le mets sur un déficit calorique estimé normal de quelqu'un qui ne bouge pas ou qui ne court pas, l'amplitude du déficit va être énorme. Fait que, tu prends quelqu'un, mettons, qui est à 2000, puis là, le 1002 est un peu... Ah, écoute, là, il faut tout le temps faire attention des affaires parce que je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y avait une opération de rentrer rapidement dans une robe de mariage ou s'il y avait une affaire de partir à Cuba et être en shape rapidement, des affaires de même. Il y a bien des affaires qui peuvent se dire à un entraîneur, mais pour vrai, je ne vois pas de raison de mettre quelqu'un sur un 1200 calories pour perdre du poids, surtout une fille de 180 livres qui court. Réalistiquement, c'est bien trop overkill. Ceci étant dit, on va y aller avec un déficit qui fait un plus de sens. Admettons que tu l'aurais mis sur un 1700, 1008, à peu près, la fille. Règle générale, okay, juste pour vous mathématiser ça un peu. Règle générale, ce qu'on va faire dans le cadre d'une perte de gras, c'est qu'on va partir avec un multiplicateur qui ne s'applique pas pour les coureurs. C'est vraiment important. Ça, c'est ce qu'on fait avec la population générale. Normalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le poids de la personne, puis après ça, tu vas faire fois un multiplicateur pour partir. Fait que habituellement, on parle d'une affaire entre 10 et 13. Fait que si je pèse 180 livres, je fais entre fois 10. Fait que ça fait 1800 calories, puis fois 12, 13, mettons, en affaire d'un, qui devrait faire dans les eaux de 2002, 2300 calories. Puis je partirais ma perte de gras dans ces eaux-là. Fait que j'essaierais de manger 2200 calories à tous les jours, fait qu'un peu plus que 14 000 calories dans ma semaine. Puis je commencerai ma perte de gras avec ça. Puis le mot, l'optique de ça, c'est vraiment... Après ça, ce qui est très important, c'est que tu pars avec ça puis tu ajustes. Fait que c'est pas nécessairement de partir avec le chiffre parce qu'il y a beaucoup de variations qui peuvent arriver, entre autres au niveau de l'activité physique, comme j'en ai parlé. Mais tu pars quelque part, puis après ça, tu ajustes. Elle, la 180 livres, avec le multiplicateur, ça fait une affaire de x7, x8. Fait qu'on est dans une perte de gras ou dans une diète qui serait vraiment extrême. Puis même du x10, fait que, mettons, pour quelqu'un de 180 livres, de dropper ça à 1800, moi, j'aurais tendance à trouver ça un petit peu beaucoup hardcore, sincèrement. J'ai plus tendance... Puis même, c'est important de comprendre ça, c'est que tu veux... À chaque fois que tu vas augmenter ton amplitude de ton déficit énergétique, plus que ton déficit énergétique est gros, plus que le fight back, entre guillemets, de ton corps va être fort. Fait que plus que l'augmentation de la faim va se faire, moins que l'augmentation de la satiété va être là aussi. Fait que ton corps va avoir tendance à se sentir moins plein, moins rempli par les aliments que tu manges. Il va y avoir des diminutions au niveau de ton énergie, il va y avoir des diminutions au niveau de comment tu te sens. Puis même les chances que tu bâtisses un certain ressentiment émotionnel via l'alimentation parce que tu es en privation sont grandes. Fait que tu veux limiter ça au maximum, ces effets-là, qui vont arriver. Puis tu veux les amener le plus tard possible dans ta prep. Ce qui n'arrivera pas si tu pars en gros fucking déficit direct en partant. Tu prends littéralement tes côtés négatifs puis tu les maximises direct en partant. Fait que ça n'incite pas nécessairement une bonne semaine. Puis quand on parle de coureurs, c'est quelque chose qui va être encore pire. Okay? Parce que là, je vous ai mis un déficit normal. Bon, on va faire des chiffres, on va les runner ensemble à peu près. Fait, à un niveau, en fait, checkez ça, je vais les faire direct avec vous. Je vais ouvrir mon petit calculateur, ça va prendre 15 secondes, puis je vais tout rouler ça avec ça. On va rouler Harris-Benedict, qui est une des équations les plus utilisées essentiellement pour la perte de gras. Elle n'est pas parfaite, elle n'est vraiment pas parfaite, mais elle donne quand même une bonne idée. Je vais vous sortir mes chiffres à peu près. Puis honnêtement, ça devrait pas mal ressembler à ça dans mon cas à moi. Puis j'ai 31 ans. Fait que mon métabolisme de base en ce moment, moi, est estimé pas mal dans les autres du 1008-1009 à peu près. Je vous dirais pour la plupart du monde, avec Harris-Benedict calculateur, puis vous pouvez rentrer vos stats, ça va vous sortir quelque chose qui fait quand même du sens. Moi, on parle d'un 1855 calories à peu près. Si je fais rien, puis je reste couché dans mon lit toute la journée, je vais avoir besoin d'à peu près 1800 calories pour faire fonctionner mon cerveau, puis mes organes, puis rester en vie essentiellement. Si je me décide à faire du sport un petit peu, puis à courir un petit peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement appliquer un multiplicateur par rapport à ça, qui est un niveau d'activité physique. La plupart du monde, on va mettre un multiplicateur de 1.2, 1.4, parce que, comme je l'ai dit en intro, la plupart du monde sont
hautement sédentaire. Fait que, assumons 1,4 dans mon cas à moi, ça veut dire que ma dépense énergétique totale avec une activité physique qui serait modérée serait dans les eaux du 2500 avec 1,4, entre 1,2 et 1,4, parce que 1,4, ça fait genre 2006. Fait que 2500 juste pour le calcul. Ça veut dire que si je me pars avec mes chiffres de tantôt, qui étaient 2002 par exemple, je suis en déficit calorique de 300 par jour. Pas très compliqué. Ce qui est très soutenable, roughly, ça c'est un truc que tu vas le sentir, il va falloir que tu fasses des efforts, mais tu sais, ça ne consommera pas ta vie au grand complet. À l'inverse, admettons qu'Alex il est dans une phase de course, puis pour une très mauvaise idée, il décide de faire un marathon parce qu'il se perd un péril avec une cliente, histoire vécue ou histoire pas vécue, qui sait. Admettons que je serais actuellement même chiffre, même affaire, même personne, OK? Je tombe en prep de marathon, puis ça, c'est des vrais chiffres. Assumons le fait que je fais juste 30 km dans une semaine, ce que je fais, honnêtement, c'est triste un peu parce que c'est ce que je fais en ce moment, mais je devrais faire plus que ça. Mais tu sais, assumons 30 km par semaine, qui est à peu près ce que je fais. Mon multiplicateur, c'est plus 1,2, 1,4. Ça pourrait monter 1,8 jusqu'à même 2 dans certains cas. Fait que ma dépense énergétique pourrait passer de carrément 2500 de calories que j'ai besoin pour fonctionner, incluant mon activité physique, pas juste mon métabolisme, à passer dans le début 3000. Fait qu'on pourrait parler d'entre 3002 et 3005 pour la même personne uniquement qu'à court. Fait que mon déficit de 300 par jour, OK, et plus un déficit de 300 par jour. Je passerais de 2300 essentiellement à début 3000, mais 3300 pour le calcul. Je passe d'un déficit de 300 à 1000 calories par jour. Pour la même personne, la même situation. La seule différence, c'est qu'Alex est en préparation de marathon. Puis, c'est là que ça devient vraiment, vraiment trash. Fait qu'on parle d'un effet de 300% de différence. Mon effet est 3 fois plus gros. C'est énorme. Prends n'importe quelle variable que tu veux en entraînement, je m'en fous pour vrai. Prends n'importe laquelle tu veux. Prends de la créatine, prends des méthodes avancées d'entraînement, prends n'importe quel type de méthode ou n'importe quel type de supplément que tu veux. Puis je te jure devant Dieu que tu n'auras pas 300% d'effet. La créatine, qui est des suppléments les plus validés dans le monde d'entraînement, on parle d'à peu près de 10%. La caféine, c'est à peu près une rep de plus sur 10 reps. Fait qu'encore un effet qui est dans les autres de 10%. Fait que 300% d'effet, c'est colon comme grosseur d'effet puis comme différence. C'est limite comparable aux anabolisants, dépendant du dosage que tu prends. En fait, il y a pas mal juste les stéroïdes qui ont un effet comparable. L'effet est énorme. La différence est énorme lorsqu'on parle d'un coureur versus quelqu'un de normal en termes. Là, je suis sûr que je suis allé un peu intense avec une prep de marathon, puis la plupart du monde ne seront pas là. Mais tu sais, c'est juste l'argument que j'essaie d'amener que les cibles, comment tu fixes tes paramètres en perte de gras, vont varier énormément. Puis ça, c'est sans compter le fait que souvent, il y a une mauvaise conception, entre guillemets, de quand il faut faire notre perte de gras pour un coureur. Parce que tu arrives, le monde, comme, OK, là, je suis en prep de marathon, là, je vais perdre un peu de poids, puis ça va m'aider à courir, puis je vais être plus top shape. C'est réellement le pire moment pour faire une perte de gras, puis tu devrais faire ça bien avant, à cause que, par définition, une perte de gras, c'est de rentrer moins d'énergie dans ton corps. Qu'est-ce qui sort, right? Fait que ça veut dire que si mon corps utilise le gras sur moi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, fait que je veux ôter du gras sur moi. Je ne veux pas juste le regarder et dire de partir. Ce qui va se passer, c'est que mon corps doit utiliser cette énergie-là qui est stockée sur moi. Puis la seule manière qu'il va l'utiliser, c'est s'il n'en rentre pas assez au niveau de ma bouche, puis que là, il n'y a pas de l'épuiser dans ses propres réserves pour pallier justement l'écart énergétique, ce qu'on appelle un déficit calorique. Puis essentiellement, c'est la manière de faire. Sauf que par définition, un déficit calorique, c'est que tu rentres moins d'énergie que qu'est-ce qui sort dans ton corps. Fait que ça veut dire que si je suis en déficit calorique pendant que je cours, j'ai moins d'énergie qui rentre, donc ma récupération va être négativement affectée. C'est sûr, j'ai moins d'énergie qui rentre parce que j'essaie de perdre du poids. Fait que dans une perte de gras, dans une préparation de marathon, ça pourrait être un game breaker. Ça pourrait littéralement être quelque chose. Ça pourrait être la différence entre avoir une bonne prep puis carrément pas être capable de récupérer ton volume ou au pire te blesser. Ça pourrait avoir une différence qui serait vraiment, vraiment monstrueuse en termes de différence. Fait que c'est vraiment, vraiment super important de le voir comme c'est ici. Puis, l'autre affaire aussi, c'est genre, idéalement pour la performance, tu serais plus en surplus calorique. Puis, tu serais minimum maintien, idéalement léger surplus calorique pour favoriser de la performance. Si tu fais un marathon, je comprends que tu n'en fais pas 15 dans ton année. Fait que c'est probablement le moment où est-ce que tu devrais avoir des apports qui sont un petit peu plus élevés ou bien manger pour justement t'assurer que tu récupères de tes workouts parce que tu es en train de développer, tu n'es pas en train de bâtir. Ce qui est tellement avec une perte de gras, c'est que lorsqu'on fait une perte de gras, essentiellement, on met à peu près tout sur hold. On tombe en maintien de la masse musculaire, on tombe en maintien des performances, on tombe en maintien de tout. Fait que tu n'es pas en train de développer. Puis no shit, ça c'est un autre enjeu probablement avec des coureurs, no shit, c'est que si tu n'as pas de pic ou si tu n'as pas de chest avant de faire une perte de gras, ce qui est triste, c'est que tu n'en auras pas plus après. T'sais, si tu n'as pas déjà une bonne masse musculaire et que tu perds du gras, ben, tu n'auras pas un gros chest défini ou tu n'auras pas quoi que ce soit, tu n'en avais pas tant avant. Puis ton gros chest, il n'est pas bâti dans ta perte de gras, il est bâti dans
la phase de l'année où est-ce que tu développes, où est-ce que tu t'entraînes, où est-ce que tu progresses. Puis une perte de gras, c'est pas du développement, c'est juste que tu montres un peu ce que tu as développé ou ce que tu as acquis comme skill. Il faut que tu passes beaucoup, beaucoup de temps à bâtir, ce qui n'est pas ce que tu fais lorsque tu coupes tes apports caloriques. C'est carrément l'inverse. Fait que c'est vraiment, vraiment important. La meilleure manière de ne pas perdre de poids, c'est d'être sa diète à l'année longue. C'est la meilleure manière. Si vous ne voulez pas perdre de poids, mettez-vous sur une diète à peu près tout le temps, puis je vous jure que ça ne marchera pas. Il faut que vous passiez la plupart de votre temps à bâtir et à développer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait pas. Mais ça pour dire. Fait que c'est vraiment, vraiment important dans le cadre d'une perte de gras, sincèrement, pour des coureurs, de comprendre que l'amplitude du déficit va être vraiment, vraiment intense. Là, je voulais garder ce podcast un peu plus court, un peu plus short, parce que j'ai juste l'impression de être chialé pendant 20 minutes. Puis souvent, quand je chiale, je me mets à parler vite, puis là, c'est encore plus compréhensible pour tout le monde. Fait que gardons ça sur le short side. Par contre, pour rendre ça applicable, pour la 4e fois, les plupart des calculs qu'on va utiliser avec des coureurs, puis là, c'est peut-être plus pour les entraîneurs, même pour le monde qui veut faire ça de leur bord, la plupart des calculs caloriques qu'on utilise avec des coureurs pour de la population normale, ça ne s'applique pas. Et ils vont littéralement créer des résultats qui n'ont juste pas de sain bon sens, ou est-ce qu'on va faire des déficits énergétiques qui n'ont pas de sens. Tout est important d'estimer, puis ça dépend beaucoup d'une prep, fait que je pourrais vous donner des estimations, mais pour vrai, à peu près, là, comptez vos affaires, puis dites-vous que la plupart des déficits énergétiques, on veut que ça soit sur le short side. Fait qu'on parle d'un maximum 20% de déficit. Fait que si j'étais à 1000 calories sur 3000 comme tantôt, je suis dans les eaux du 30. C'est bien trop, mettons. Puis 20%, c'est assez intense. Idéalement, on se ferait ça probablement plus dans le 10-15 que dans le 20. Mais mettez, mettons, quelque part comme 10 à 20% de votre dépense énergétique totale, qui est maximum avec vos acquis. Fait que, vous pouvez aller, mettons, sur Aris Benedict, comme j'ai dit tantôt. Ça va vous sortir à peu près votre métabolisme. Puis après ça, checkez vos pas idéalement. Fait que si on parle de très peu actifs, mettons, en bas de 4000 pas par jour, mettez 1.2 ou 1.4 à peu près dans ces eaux-là. En haut de 5-6, on peut y aller avec un 1.6 à peu près. Puis quand tu tombes dans du 7500, 8000 et plus, 1.8, puis quand tu es à plus que 10 par jour, ben là, tu pourrais potentiellement monter un peu plus haut que ça, mais la plupart du monde, ça ne s'appliquera pas. Fois le chiffre qu'Aris Benedict va vous donner à peu près. Puis après ça, ce que vous faites, c'est que, mettons, moi, ça me donnait 180, puis mettons que je ne serais pas en prep de marathon en ce moment, puis je serais juste moindrement actif parce que je me tiens pas mal ça dans un 6000 pas tous les jours. Fait non, en fait, je suis un petit peu plus haut que ça. Là, je suis plus 7. Là. Mais tu sais, mettons, allons-y à 1.6 juste pour le calcul, parce que ça serait probablement ça qui ferait du sens, quelque part entre 1.4 et 1.6. Ça me fait à peu près 2800 calories de maintien, ce qui est pas mal ça. Genre, mon maintien est pas mal dans ces eaux-là. Ça veut dire que si je veux faire un déficit énergétique, je ferais 10% de 2008. Ça me fait maximum 280, fait que 300 calories pour le calcul. Ça veut dire que je tomberais à maximum, gros maximum pour commencer 300 calories. T'es mieux de starter un petit peu plus doux, puis après ça de monter que de faire l'inverse. À part dans les optiques comportementales, quand tu as du monde, mettons que ça fait des années qu'ils essayent de perdre du gras et que ça ne marche pas, puis c'est difficile, ben moi, souvent, j'aime ça partir un peu plus sur le côté agressif. Pas nécessairement, pas trop agressif non plus, là, mais c'est juste pour dire qu'ils ont un boost de motivation, mais c'est pas tant physique, c'est vraiment plus psychologique parce que le monde, ils voient le poids baisser, ils voient leur chiffre baisser, puis là, ils sont plus motivés. Mais tu sais, à utiliser, faites attention avec ça parce que généralement, vous êtes mieux de partir pas mal plus doux que de partir trop intense. T'sais. Mais ça pour dire, effectivement, 2800 moins mon 300, ça fait que je starterai ma perte de gras à 2500. À peu près. Dans mon cas, à moi, ça ressemble pas mal à ça, mais comme je vous dis, je suis potentiellement plus actif que l'humain moyen parce que dans mon temps off, quand je ne cours pas, je fais quand même du 15 à 20 km par semaine. En fait, je fais plus proche du 20 à ce temps. Je fais plus de 20 km par semaine, puis je m'entraîne 4-5 fois semaine quand même. Fait que je suis plus actif quand même que l'humain moyen, mais les chiffres font du sens. Fait que c'est quand même important. On veut starter avec le déficit énergétique qui est le plus doux possible, le plus soft possible. Comprendre que pour des coureurs, ça ne s'applique pas. Il y a un temps pour faire une perte de gras. Ce temps-là n'est pas dans une préparation de course ou de quoi. C'est récemment en off-season ou avant que tu commences à monter ton volume que tu fais ça pendant que tu es comme en phase de. Pendant que tu piles du volume au début, mais là, si c'est des trucs que tu as déjà fait acquis. Il y a une différence entre aller rechercher puis développer aussi. Dans le sens que si tu as déjà couru des marathons dans le passé, puis tu as déjà fait des hauts volumes, ça se fait bien d'aller rechercher ces acquis-là quand même. Ça se fait mieux, mettons. Quand tu n'as jamais fait ça, puis tu es 100% du développement, puis tu es tout le temps en nouveau territoire, à chaque fois que tu le fais, c'est comme pas la même game. Fait que là, tu y allais un peu. Fait que c'est quelque chose que tu as déjà fait dans le passé, tu peux peut-être te permettre de perdre du gras dans ton début de prep. Mais pour la plupart du monde, quand tu es en développement, pour vrai, c'est pas une bonne idée de faire ça. Fait que ça ressemble à ça. Fin du podcast. Jamais vous avez aimé le podcast, je vais probablement envoyer, pas je vais envoyer, j'ai commencé à écrire un petit e-book que je vais envoyer gratuitement au monde sur la liste de courriels sur justement ça, sur la perte de gras pour les coureurs. Ça va être assez short quand même, mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Quelque chose qui vous intéresse, par contre, ça ne sera pas disponible sur le podcast, ça va être disponible uniquement dans les courriels. Fait que le lien est dans la description pour les courriels pour vous abonner pour ce e-book-là. Je vous laisse là-dessus avec la fin de la tune Death Wish de Stem Atlantic, puis on s'en reparle très bientôt tout le monde. Ciao, bye!